bonjour à vous et merci de nous avoir Recording in progress. merci de nous avoir rejoints pour cette discussion. Nous sommes avec Sadibou Marron, hein, directeur du bureau Afrique de l'Ouest et du centre de Reporters sans frontières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sadibou Marron, merci également à vous, Jean-Claude de Comé. Vous êtes journaliste à la radio de la paix à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Hein. Ça fait plaisir également d'être avec vous. Vous êtes également en ligne avec nous de Niamey au Niger, hein, Fatima Elise Paresso. Vous êtes de l'association des blogueurs du Niger. Merci en tout cas à vous tous. Hein. On discutera cet après-midi du rôle des médias traditionnels dans le renforcement de la démocratie. On parlera de comment les médias traditionnels peuvent participer au renforcement de la démocratie. On parlera également des défis auxquels sont confrontés les médias traditionnels dans le renforcement de la démocratie. On discutera également de la participation des femmes dans les médias pour renforcer la démocratie. Et je commence d'abord par vous, Sadibou Marron. D'abord, que retenir quand on parle de médias traditionnels? C'est quoi exactement, avant d'entrer dans le vif du sujet? Merci encore et bonsoir à tous. Généralement, ça fait allusion à ce qu'on a connu dans la première génération de médias, disons dans le monde, ça s'appelle la radio avec la fonction d'annoncer et de manière assez rapide, le journal avec toute la fonction d'expliquer, mais la télévision également et la fonction de montrer de manière fondamentale. Au tout début, c'est un peu ça, mais après, on a vu comment un peu le paradigme a évolué avec l'émergence des médias en ligne, l'émergence également des réseaux sociaux, et c'est dont certains ont des supports de médias, des canaux. Voilà. Mm. Sadibou Marron, quel est le paysage médiatique en Afrique de l'Ouest quand on parle de médias traditionnels, bien sûr? Et d'un pays à un autre, nous, en tout cas, de ce que nous mesurons dans le classement mondial de la liberté de la presse, il y a l'indicateur qui porte sur le paysage médiatique. Généralement, cela les pays, par exemple, il y a des pays qui ont une forte tendance et tradition d'un paysage médiatique assez florissant, vibrant, mais également très intéressant. Pendant longtemps, ça a été le cas du Sénégal, malgré le fait qu'il y ait eu quelques problèmes, mais quand même le paysage médiatique au Sénégal a été très 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 foisonnant pendant très longtemps. C'est également le cas d'un certain nombre d'autres pays. Hein. On ne peut pas dire, malgré la situation difficile, par exemple, au Burkina, c'est actuellement avec l'arrivée des jeunes qu'il y a eu ces problèmes de liberté de la presse. Mais auparavant aussi, c'est un pays qui avait c'est quand même un paysage médiatique assez récent, assez intéressant. D'ailleurs, même, on peut en dire aussi, autant pour les autres pays du Sahel, qu'il s'agit du Mali et du Niger aussi, traditionnellement, c'est intéressant, avec des niveaux, disons, d'existence médiatique très intéressants. Et il y a aussi peut-être d'autres pays aussi intermédiaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi, c'est intéressant en Côte d'Ivoire. Depuis après, disons, les événements de 2010-2011, quand on a dépassé un peu ce qu'on appelait un peu la presse bleue, la presse verte, tout cela, et l'ouverture à des radios, disons, de proximité, et également à des télévisions privées. Donc, on peut dire que c'est comme un pays qui a un paysage assez intéressant. Maintenant, après, il y a les pays anglophones où, traditionnellement aussi, c'est des pays où l'ouverture à la radio et aux journaux, et y compris aux journaux en ligne aussi, a été est traditionnellement assez marqué, en dehors de la Gambie qui était pratiquement la dernière exception pendant l'ère Jammeh, mais après l'ère Jammeh, on a vu qu'il y a eu un boom. Mais sinon, sur les autres pays aussi, dans les autres pays anglophones aussi, ça existait de manière assez intéressante, y compris aussi les radios. Alors, souvent, les gens les oublient dans les analyses, mais quand même, les radios communautaires jouent un rôle important dans le paysage médiatique en termes de variété, en termes de pluralisme et en termes également de recherche de l'offre. Voilà. Et bien sûr, les radios communautaires, on en parlera hein, tout au long de cette discussion. Alors, est-ce également le constat que vous faites, Fatima, Élise Paresso, cette ouverture médiatique dans la région ouest africaine? Sinon, quel est le constat que vous faites?
La question est pour vous, Fatima Elise Paresso. Alors, on vous reçoit pas, apparemment, vous n'êtes pas là. On va progresser la discussion et puis on reviendra. Euh, on va parler cette fois de comment les médias peuvent contribuer au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest, hein, en crise de la démocratie. D'abord, Jean-Claude Koumé, en pleine année électorale en Côte d'Ivoire, comment aborder les questions de démocratie dans le pays pour consolider celle-ci? Merci à vous, cher Alpha. Déjà, le terme démocratie, quand nous fixons donc en termes de définition sur ce concept-là, c'est essayer de rendre accessible la décision de gestion de l'État par toute association, notamment politique. Alors, justement, Sadigo Marong le disait tout à l'heure, les médias existent depuis les années 90, il faut le dire. C'est vrai, au-delà des entités donc étatiques, on a aussi des radios privées, des radios confessionnelles, des radios communautaires qui sont dans le paysage audiovisuel, dans le paysage de la presse, tout cela depuis 90, dans les années 90 où on a connu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et comme il parlait de presse bleue, presse verte et tout cela, déjà au niveau de la presse écrite, on avait déjà commencé à noter une certaine prise de position par rapport à des partis politiques. Ce que nous notons, je suis journaliste radio, au niveau de la presse audiovisuelle, c'est moins prononcé. Ces structures audiovisuelles ne sont pas en principe rattachées à des partis, contrairement à la presse écrite en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est dans la même lancée. Pour faire une petite historique, dans les années 2000, 2010 par là, la presse a joué un rôle vraiment de combat, utilisons le terme, de combat parce que on a noté des prises de position en faveur de plusieurs camps, que ce soit du camp au pouvoir comme du camp de l'opposition d'alors. Et aujourd'hui, cette presse continue un peu dans cette même lancée, voilà, et qui essaye de soutenir plus les idéaux d'un parti ou donc de l'opposition. Il y a donc une certaine classification en termes de prise de position pour le régime en place. Donc, depuis 2010, c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des presses qui sont proches du président ivoirien. Il y a par contre d'autres presses aussi qui se sentent proches de l'opposition. Mais nous qui sommes donc de la presse audiovisuelle, notamment de la radio et aussi de la télévision, c'est moins prononcé, comme je le disais tantôt, et on essaye vraiment d'aller à l'essentiel, de donner d'abord l'information en termes d'éducation civique pour les populations, et puis essayer d'inciter la population à prendre la bonne décision, surtout sur les actes à poser pour choisir la personne idéale pour la gestion de l'État ivoirien. Donc, cela passe par la communication autour du programme de chaque candidat et bien d'autres aspects. Et c'est ce que Radio de la Paix, où je suis journaliste, essaye de faire depuis en tout cas son existence. Il faut dire que Radio de la Paix est l'émanation de l'ONU-CFM, qui était anciennement la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Quand nous parlons des Nations Unies, on fait référence à cette période triste que la Côte d'Ivoire a connue. Donc, cette radio a été maintenue et continue son chemin. On a changé tout juste le nom, mais on essaye de sensibiliser au plus sur des voix civiques des citoyens, comment voter, pourquoi choisir tel candidat, qu'est-ce que tel candidat propose par rapport au bien-être des populations. Voilà un peu ce que déjà la presse, de manière générale, fait. À côté de cela, on a des presses de combat, comme on les appelle ici. Jean-Claude Comé, comment se caractérise le paysage médiatique en Côte d'Ivoire? Sadibou Marron nous faisait tantôt, nous donnait tantôt une vue sur l'ensemble de la région ouest africaine. Mais en Côte d'Ivoire, comment se caractérise le paysage médiatique? Voilà, en fait, c'est pas différent de ce qui se passe au-delà des frontières ivoiriennes. Mais ici, comme je le disais, depuis 1990,
on a connu ce qu'on appelait la libéralisation donc, de l'espace donc, de la presse. Donc, d'abord, ça a commencé par les journaux presse écrite. Ensuite, dans les années 95, par là, 96, on a connu les premières radios de proximité, mais déjà, avant cela, il y en avait commencé à avoir certaines radios privées, au-delà donc des radios étatiques. On avait, par exemple, des radios comme Nostalgie, Fréquence 2 et bien d'autres. Et puis, il y a eu aussi un foisonnement de radios de proximité, comme on les appelle ici. Hein. Ce sont des radios communautaires. Il y en a 200 à peu près sur le territoire ivoirien. Et puis, la radio de la paix est, on peut le dire, la seule pour l'instant considérée comme radio institutionnelle, parce que nous sommes rattachés à une fondation qui porte le nom du président, du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Et nous sommes la seule radio donc institutionnelle, comme on l'appelle donc dans la nomenclature des radios. À côté de toutes ces radios, on a aussi des radios confessionnelles, radio catholique, radio musulmane, radio protestante et bien d'autres. C'est pour dire que ici, si nous devons parler des médias pour les radios et presse écrite et aussi la télé, hein, depuis à peu près 7 à 8 ans par là, on commence à avoir d'autres radios, pardon, d'autres télévisions privées. On en a sur le bouquet hein, de chaînes, à peu près 6 télévisions en Côte d'Ivoire, en plus des télés donc étatiques. C'est pour dire qu'ici, la communication par le biais des médias, c'est une réalité dans le quotidien des Ivoiriens. Et justement, la Côte d'Ivoire est en pleine année électorale, hein. La présidentielle, c'est en octobre prochain. C'est un grand rendez-vous hein, démocratique. Comment les médias en Côte d'Ivoire adressent la question, Jean-Claude Comé? C'est en fait au-delà même de la question électorale, il faut dire que chaque jour ici, les médias, dans leur manière de traiter l'information, font la part belle à la question politique hein, déjà, dans la gestion du quotidien, dans les décisions étatiques, l'analyse, la position de l'opposition. Donc, c'est le quotidien de tout journaliste de disséquer ce que l'État propose, ce que le politique propose, ce que l'opposition propose. Et puis, quand nous approchons donc de cette phase électorale, vous l'avez bien dit, en octobre, c'est donc l'élection donc présidentielle. On commence à noter une certaine prise de position pour des camps. Il y a donc, comme je le notais, des télés, bon, c'est un peu subtil, hein, comme je le disais en télévision, c'est vraiment pas ouvert, mais en radio aussi moins. Mais quand même, pour la presse écrite, on le note un peu plus. Hein. Il y a donc des prises de position pour le régime en place. Il y a aussi des journaux qui sont proches donc des partis de l'opposition qui, comme tous les jours, critiquent et ils vendent aussi les programmes de ceux qui veulent ravir donc ce poste présidentiel. Et c'est donc cette réalité que nous vivons. Et nous, Radio de la Paix, on se place un peu comme les arbitres à équidistance de toutes ces positions. On essaie de relever tout ce qui peut intéresser la population sans prendre parti. C'est pour expliquer des choses d'intérêt général. Hein. On peut parler de la nécessité. Actuellement, nous sommes dans pleine période de contentieux électoral, puisqu'il y a eu l'affichage depuis la semaine passée. Et donc, les contentieux, c'est un processus qui permet d'aller vérifier donc, son inscription sur la liste électorale. Et donc, nous mettons l'accent sur pourquoi il faut aller donc vérifier si on est inscrit sur la liste électorale et surtout pourquoi voter à travers des débats, à travers des interviews, à travers donc des gros plans sur la nécessité en tant que citoyen de voter pour pouvoir choisir la personne que nous estimons être à même de conduire aux destinées de notre pays. Voilà un peu ce que la presse fait au quotidien actuellement à l'approche des élections. Sadibou Marron, la Guinée-Bissau organisera aussi des élections en novembre prochain. Hein. Quel regard est-ce que vous portez sur les médias dans ce pays qui poursuit sa longue marche vers une stabilité démocratique? Oui, merci. Je disais que concernant Guinée-Bissau, effectivement, en tout cas avant la fin de l'année,
2025, le pays devrait s'acheminer vers une élection présidentielle qui est cruciale un peu dans la vie du pays. Et déjà que souvent, il y a même du point de vue un peu de l'approche, on voit un peu comment peu entre l'opposition actuelle et le président Embalo, comment cela se passe en termes de, disons, de couteaux tirés et de perspectives aussi. Mais c'est aussi un pays très compliqué pour nous en ce qui concerne un peu la perspective médiatique du pays, parce que c'est un pays où le président Embalo lui-même, même quand il était opposant, il avait déjà une radio et le principal opposant au président Embalo également a une radio. Donc on a cette sorte de bipolarisation un peu du paysage, en tout cas radiophonique. C'est aussi un pays où il n'y a presque pratiquement pas de quotidien, il n'y a que des hebdomadaires. C'est également un pays où, en tout cas, les radios communautaires sont quand même beaucoup plus développées, mais il y a quelques radios dont les plus grandes radios, par exemple, ont des obédiences, disons, soit gouvernementales ou en tout cas de l'opposition, que ce soit de Capital FM, que ce soit de Bombolong. Mais cela dit, hein, on sera forcément dans une situation où il aura besoin d'informations, il aura besoin d'informations de qualité, un peu dans la perspective de l'élection. Et c'est là où c'est important, effectivement, de se rendre compte, effectivement, que pendant ce processus électoral, l'information du citoyen est importante et qui partent à l'information du citoyen doivent être des journalistes, et ces journalistes-là doivent s'armer un peu de toute l'indépendance qu'il faut, de toute la dextérité qu'il faut, mais également de tout le professionnalisme qu'il faut. Et souvent, parce que c'est la meilleure manière un peu de contribuer de manière assez efficace à la démocratie. On ne peut pas aller dans un processus électoral. Et ça, c'est valable aussi pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour la Guinée-Bissau, c'était valable pour le Sénégal l'année dernière, c'était valable pour la Sierra Leone, le Libéria aussi l'année dernière, y compris Madagascar. On ne peut pas aller dans des élections sans pour autant que les électeurs ne bénéficient d'une information de qualité. C'est cette information de qualité qui doit pouvoir leur permettre de savoir quels sont d'abord les programmes les plus importants, sur quel quel est le niveau d'information qu'ils doivent pouvoir, et quel est également la réalité sur eux. À la fin du processus, ils devraient pouvoir, en tant que citoyens, prendre les décisions qu'il faut, c'est-à-dire prendre l'urne et prendre le bulletin de vote et la faire entrer dans l'urne pour participer à la démocratie d'une manière générale. Donc, les enjeux sont là et nous continuons, en tout cas, nous, à Reporters sans frontières, en ce qui nous concerne, notre monitoring sur les pays à élection, comme nous avons commencé un peu notre projet média et élection depuis 2023, qui a continué en RDC, après dans d'autres pays comme le Sénégal et la Sierra Leone, mais ça continue cette année sur la Côte d'Ivoire et la Guinée, s'il y aura des élections là-bas, mais également la Guinée-Bissau, pour essayer de démontrer le fait que pendant longtemps, dans tous les pays du monde, les journalistes ont joué, les médias ont joué un rôle important dans la marche, dans la réussite de la démocratie, et notamment les moments démocratiques les plus importants. Et bien sûr, quand on voit aujourd'hui le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau, hein, après vous avoir entendu Sadibou Marron et avoir entendu Jean-Claude Comé également, sur les cas des médias en Côte d'Ivoire, quand on voit cela, hein, ça pose la question de l'indépendance aujourd'hui des médias traditionnels dans le traitement de l'information. Justement, on y reviendra dans la seconde partie de cette discussion. Mais avant de parler du rôle des médias dans le renforcement de la démocratie, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur leur rôle premier. Et justement, je me tourne vers vous, Fatima Elise Paresso, qu'on avait perdu à un moment donné. J'espère que vous êtes de retour. Fatima Paresso, que devrait être leur mission première, ces médias traditionnels? Je crois que leur ambition, ils doivent avoir un regard sur d'abord les défis qu'ils sont à relever. C'est-à-dire, vous savez maintenant, avec l'événement des réseaux sociaux, la façon dont les réseaux sociaux prennent le dessus, la montée des informations et tout ce qui est tourné vers les réseaux sociaux, leur regard ou leur focus doit être plus sur d'abord avoir comment on appelle ça, représentations sur le digital aussi, des présences
des présences sur le digital, c'est-à-dire avoir des pages sur les réseaux sociaux où ils peuvent, à part la presse écrite, les journaux, partager aussi des informations sur les pages sur les réseaux sociaux. Ça va permettre plus de garder l'audience, c'est-à-dire ceux qui le suivent, les citoyens, pour être informés. Déjà, on sait que les médias traditionnels, si on a besoin des informations fiables, bien traitées, et pour éviter les fake news, nous sommes tous obligés de nous référer vers les médias traditionnels. Donc, maintenant, pour garder cette visibilité, moi, je le conseille, je vois plus l'utilité d'aller vers le digital, le numérique, avoir des pages où les gens peuvent continuer aussi à les suivre. Je suis blogueuse et pas journaliste, donc je vois un peu ce qui se passe, surtout avec la jeunesse qui aime plus s'informer à travers les réseaux sociaux que de se référer aux journaux ou à la télévision. Mais quand même, les radios, eux, ils sont vitales. On ne peut pas s'en passer, surtout dans les zones rurales. Donc, c'est un peu ça. Si je peux. Et bien sûr, on aura l'occasion de revenir encore largement sur cela. Sadibou Marron, quel doit être le rôle aujourd'hui des médias dans un tel contexte? Écoutez, il est clair que en tout cas, si on est dans un contexte de processus électoral, euh, il est clair que la liberté d'opinion et d'expression doivent être, disons, garantes de tout ce processus d'élection libre et équitable, en permettant surtout la circulation des idées, parce qu'on sera surtout dans le cadre d'un débat politique et public. Mais pour nous cantonner un peu sur les journalistes, on pourrait dire, hein, notre point de vue, que les journalistes aussi doivent pouvoir assurer le rôle de ce qu'on appelle les tiers de confiance et, disons, d'auxiliaire de la démocratie en ayant la possibilité, disons, de chercher, recevoir et diffuser des infos sur les partis politiques, et ceux qui s'opposent aux autorités, le gouvernement sortant et tout, comme on dit, en tout cas d'une manière sur tous les sujets d'intérêt public, comme on le dit, de manière assez tranchée. Et c'est aussi un travail qui doit pouvoir s'effectuer sans aussi bien de la part du gouvernement, mais aussi des rédactions aussi. Ça ne doit pas aller vers ce qu'on pourrait considérer comme l'atteinte un peu de l'intégrité physique, un peu du journaliste en quelque sorte. Et tout cela nous renvoie un peu à ce qu'on considère comme la liberté de la presse. Que effectivement, c'est au travers de cette liberté de la presse que les électeurs peuvent exercer, de notre point de vue, leur droit à la liberté d'expression pendant ces moments d'élection qui sont des moments assez cruciaux dans la vie des nations. Ça permet aussi tout le travail que feront les journalistes va permettre un vote libre et éclairé, et puis toutes les mesures de protection aussi nécessaires. Tout cela, bon, ça va permettre d'empêcher, par exemple, des fraudes, disons, les take-over disons, de résultats. Ça va empêcher beaucoup de choses. Finalement, dans tout ce processus, les journalistes seront les véritables vigies qui vont permettre un peu à l'opinion de pouvoir travailler, de pouvoir... Jean-Claude Okoumé, quel est le véritable centre d'intérêt des médias en Côte d'Ivoire? Bon, les centres d'intérêt, bon, je veux dire que les médias de manière générale sont aussi des instruments, on peut le dire, hein, dans la société. Un média permet de véhiculer des informations qui peuvent intéresser donc les populations. Donc, je dis, tout nous intéresse en principe. Dans le traitement de l'information, le quotidien des populations, les faits divers, la politique, l'économie, tout nous intéresse. Mais il faut dire que de plus en plus, on note que quand on approche, par exemple, la période électorale, les sujets politiques dominent. Si nous jetons un œil dans les journaux donc papier, hein, c'est essentiellement des journaux qui s'orientent vers l'actualité politique. Sinon, le quotidien des populations, l'économie
et le social et tout cela intéresse les populations. Et donc, généralement, il y a très peu de médias qui se spécialisent. Nous sommes une radio généraliste et donc tout ce qui se passe au quotidien des populations nous intéresse. Et donc, quand nous parlons d'intérêt, quand nous approchons des rendez-vous importants, nous mettons plus l'accent. L'accent aujourd'hui s'est mis autour donc des questions électorales, des questions donc de choix de candidats, de comment voter et surtout de mobilisation des populations à faire en sorte que ces élections se passent sans heurts et que se passent donc de manière apaisée, parce que vous savez tous, la Côte d'Ivoire est sortie donc d'une situation difficile il y a une dizaine et un peu plus de 10 ans. Et donc, on ne veut pas replonger dans des travers que nous avons constatés pendant les élections de 2010, ensuite les élections de 2020. Voilà, on ne veut pas revivre cela. Et puis aujourd'hui, c'est assez tendu, on peut le dire, hein, on le sent, c'est perceptible. Et les médias, surtout la nôtre, essayent, Radio de la Paix, c'est le nom donc de notre radio, essayent d'aller dans le sens de l'apaisement, de mettre en avant l'intérêt général de la population. L'intérêt général de la population, c'est la préservation de l'État ivoirien, de la Côte d'Ivoire, au-delà donc des ambitions politiques. Et donc, c'est un peu le message qu'on essaie de mettre en avant. Et donc, pour notre radio, c'est ça notre centre d'intérêt. Mais aussi, pour d'autres types de médias, le centre d'intérêt, c'est de faire en sorte que le candidat qu'ils soutiennent puisse être élu en vendant donc son programme. Si c'est l'opposition, évidemment, vous entendez parler donc aujourd'hui de la situation d'un des candidats de l'opposition, M. Tidiane Thiam. Il y a Laurent Gbagbo, l'ancien président. Et vous avez des journaux qui soutiennent donc ces personnalités de l'opposition, Afinguessan et bien d'autres. Et puis, vous avez aussi des journaux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Et donc, bon, ici en Côte d'Ivoire, c'est normal. Quand nous nous sentons proches d'un leader politique, nous allons prendre des journaux papier que nous savons être proches donc de tel candidat. Mais bon, les médias essayent au-delà donc de ces actualités politiques, de vendre autre chose à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs. Bien sûr, on en parle, mais c'est une partie qu'on réserve pour justement la seconde partie justement de la discussion. On va y revenir et on va en rediscuter largement. Sadibou Marron, comment aujourd'hui les médias traditionnels dans un tel contexte peuvent-ils plutôt s'orienter vers la sensibilisation et surtout l'éducation sur les questions de démocratie, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire en pleine année électorale ou encore la Guinée-Bissau, mais également de façon générale. En tout cas, de ce que nous savons, hein, on est aussi fondamentalement dans un contexte où il y a le rôle d'éducation des médias, le rôle de sensibilisation des médias, notamment dans ces contextes qui sont des contextes très cruciaux dans la vie de nos nations, comme c'est le cas, ça va être le cas en octobre en Côte d'Ivoire et un peu plus tard en Guinée-Bissau et peut-être aussi en Guinée. Parce que là, on parle d'élection et l'enjeu fondamental, c'est un peu de remettre un pouvoir en jeu et cela crée beaucoup disons, entre guillemets, d'appétit et cela crée également beaucoup de velléité de contrôle du narratif. Et ce narratif-là, c'est le narratif soit des hommes politiques. C'est la raison pour laquelle on a vu dans d'autres pays, et nous, là où on alerte aussi, c'est de tout faire en sorte pour que cela ne soit pas fondamentalement le cas dans les pays qui vont aller aux élections. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il se pourrait peut-être qu'il y ait de plus en plus des médias qui sont favorables. Sadibou Marron qu'on a perdu, j'espère il va revenir rapidement, c'est la connexion qui pose certainement problème. Alors, on va continuer la discussion le temps que Sadibou Marron nous rejoigne. Fatima Elise Paresso, comment aborder les questions? Sadibou Marron, vous êtes de retour, vous nous recevez? Ouais, je suis là, je Oui, vous reçois. d'accord. Oui, ça avait coupé justement. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Vous disiez aujourd'hui qu'il est important justement d'adresser les vraies questions de démocratie pendant la période électorale en Côte d'Ivoire. Ça avait coupé à ce niveau.
Mais c'est tellement important qu'il ne s'agira pas simplement, un peu, disons, de couvrir des meetings, de couvrir, disons, de couvrir juste un peu d'être, disons, les porte-parole ou les porte-voix des candidats, hein, pendant leur déclaration. Il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux énormes et des sujets d'intérêt général qui sont liés aux élections à travers tout le pays. Ces sujets-là, normalement, les journalistes ont le droit de pouvoir couvrir tous ces sujets-là et sans peur de représailles, sans peur de censure ou d'attaque. Et en le faisant également, ils doivent respecter certaines règles. Maintenant, ce qu'on voit, ça c'est, on le voit dans beaucoup de pays à élection, on voit un peu comment il y a eu il va y avoir, il y a eu ou il y aura de nouvelles naissances de médias, de supports, par exemple, selon qu'on est du parti au pouvoir, candidat du parti au pouvoir ou candidat de l'opposition. Les craintes que nous avons, c'est de voir un peu une excroissance très grave, un peu des titres, hein, de manière assez exponentielle des titres, et les titres qui seraient favorables à l'opposition et des titres qui ne seraient peut-être pas, qui seraient favorables au parti au pouvoir. Et ça, le danger, c'est que après, en termes de, ça va entraîner davantage la propagande et le soutien, ce qui n'a aucune valeur ajoutée, mais ça pourrait également développer des histoires de désinformation, ça peut également développer un peu des discours de haine entre candidats, et ça, c'est des dangers auxquels nous, on veille particulièrement un peu dans notre monitoring et dans le développement, dans le plaidoyer que nous faisons en direction des autorités, c'est souvent de leur dire que ça, ce sont les choses les plus graves auxquelles il ne faudrait pas aller fondamentalement. D'une manière générale, nous estimons que les sujets dignes d'intérêt qui ne sont pas forcément des intérêts liés aux élections doivent pouvoir être couverts. Et la question de l'éducation aussi des masses aussi doit continuer, ne doit pas rester, parce que les médias ont également ce rôle. Et aussi, eux-mêmes, les médias aussi doivent être assez irréprochables. Je pense que comme il l'a dit tout à l'heure, et professionnels, en s'interdisant aussi tout ce qui est reportage partisan, tout ce qui est diffamation, tout ce qui est biais et tout ce qui est couverture discriminatoire et très peu équilibré. Donc, il est important un peu d'aller dans ce sens-là et de se dire que actuellement, le monde a de nouveau, il y a de nouvelles réalités qui ont pour nom la propagande, qui ont pour nom la désinformation, et il faut tout faire pour que pendant ces périodes électorales-là, que les médias ne puissent pas être, disons, les véhicules d'une désinformation qui peuvent être très désagréables, que les médias ne puissent pas être disons, les véhicules d'une propagande également qui n'est pas, qui est aux antipodes un peu de l'unité nationale, tout cela. Les élections doivent pouvoir se faire de la manière la plus ordonnée possible, mais est-ce que les médias puissent aussi jouer leur rôle? Chaque média a son rôle de veille et son rôle également d'alerte, mais sans que ces animateurs ne soient attaqués par des foules de partisans, mais sans que également les autorités ne puissent venir arrêter des réactions entières, comme on l'a vu dans des pays. Mm. Je vais vous donner la parole, hein, Fatima Elise Paresso, mais avant, je vais profiter du propos de Sadibou Marot pour rebondir et justement glisser cette question à Jean-Claude Comé. Jean-Claude Comé, comment relever justement, comment permettre aujourd'hui d'aborder les questions de fond de démocratie en Côte d'Ivoire avec l'évolution du paysage médiatique, hein, vous le soulignez tantôt. Aujourd'hui, on assiste à une vraie révolution hein, du paysage médiatique en Côte d'Ivoire, surtout au niveau de la télévision. De nombreuses télés aujourd'hui sont suivies en Côte d'Ivoire hein, et un peu partout hein, sur le continent, sans citer de nom. Avec cette révolution de la télévision et du paysage médiatique en Côte d'Ivoire, comment profiter pour aujourd'hui adresser vraiment les débats de fond sur les questions démocratiques dans le pays? Oui, votre son est coupé, Jean-Claude Comé, on a du mal à vous entendre. C'est bon? Oui, c'est bon, maintenant on vous reçoit. Allez-y. Voilà, je disais que Sadibou l'a bien relevé, hein. Nous avons, en tout cas, en tant qu'acteur social, un rôle, bien sûr, de conscientisation, aussi un rôle de sensibilisation sur les grands enjeux hein, démocratiques dans le pays.
Nous sommes des journalistes, nous sommes ouverts sur le monde, nous savons ce qui se passe. Et il faut dire que personnellement, nous avons été un peu, je dis, subjugués par l'approche des médias au Sénégal, surtout lors des élections passées, où on voyait des médias faire le décompte aux côtés donc des structures qui officiellement étaient chargées de cela. En Côte d'Ivoire, pour l'instant, on ne permet pas cela. Vous pouvez couvrir les campagnes, vous pouvez couvrir aussi le jour de l'élection, mais vous ne devez pas proclamer les résultats. La loi électorale nous l'interdit, mais nous pouvons jouer un rôle en amont. Le rôle en amont, il s'agit de pouvoir disséquer tout ce que les politiques nous proposent. Nous sommes en principe journalistes, et journalistes, on n'est pas politique. Et donc, nous pouvons nous mettre un peu à équidistance de ces propositions-là, et avec des experts, des politologues, avec bien sûr des journalistes aussi qui ont un certain regard sur la chose politique, analyser vraiment ce que les politiques nous proposent. Et puis surtout ici en Côte d'Ivoire, il y a une certaine réalité. Il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la chose politique. On essaie de donner des explications, par exemple, dues à ce que la Côte d'Ivoire a connu, ce qui fait que la chose politique n'intéresse plus le citoyen ivoirien. Mais nous essayons, nous, d'inciter les gens à aller voter. Aller voter en leur expliquant que notre choix, le fait qu'on soit nombreux à porter notre choix sur quelqu'un, même s'il y a des velléités de tricherie, nous pouvons faire changer la donne. Donc, si nous aimons quelqu'un, nous aimons un politique, il faut savoir ce que le politique nous propose et puis nous nous levons le jour J, aller porter notre choix sur cette personne. Mais pour porter le choix sur cette personne, il faut respecter aussi ce que le code électoral dit, c'est d'avoir ces papiers à jour, s'inscrire sur la liste électorale et en tant que citoyen aller voter. Et donc, comme vous l'avez relevé, il y a certains médias qui ont compris cela, des médias que, bon, on soupçonnait d'être proches parce qu'ils créés par des personnes politiques déguisées, mais qui essayent, dans leur manière de traiter l'information, de jouer le rôle de journaliste. Et nous saluons, vous l'avez dit, on va pas citer un média particulier, mais il y a des télévisions aujourd'hui qui sont cotées par rapport à leur débat, au débat qu'ils font les dimanches, qui permet l'intervention de différentes couches de la société. Ça peut être des politiques, ça peut être le citoyen lambda, ça peut être des experts, des questions, et ça permet d'éclairer le citoyen. Et c'est ça le rôle du journaliste, expliquer les choses en des termes simples pour que le citoyen puisse comprendre qu'il est nécessaire de porter disons, sa pierre à l'édifice, la construction de la nation ivoirienne. Et c'est cette réalité que nous tentons de faire. C'est vrai qu'à côté de cela, il y a des médias qui continuent, surtout, je reviens toujours pour le dire, la presse écrite est pour l'instant assez clivée, parce qu'il y a des journaux qui continuent encore le combat des chapelles politiques, mais il y a certains journaux de la presse écrite qui essayent de se mettre à équidistance. Et pour les radios, il y a aussi certaines radios, par exemple, les radios de proximité, il y a une règle donc au niveau de la gestion des radios qui interdit de faire la politique si vous n'avez pas un journaliste professionnel en votre sein. Donc déjà ça permet de freiner un peu un mauvais traitement, une désinformation ou une manipulation de l'information. Maintenant, pour les médias qui sont autorisés, vous savez, chaque média essaye de vendre plus, mais on essaye, comme nous avons une association, comme nous avons aussi des fêtières de journalistes, on essaye de faire ce que les autres journalistes en dehors de la Côte d'Ivoire font, essayer d'être utile à la population, être utile dans le sens de donner la bonne information pour que les citoyens sachent ce qu'ils doivent pouvoir faire. Voilà un peu ce que nous faisons en tant que journalistes ici en Côte d'Ivoire. Fatima Elise Paresso, je vous redonne la parole. Vous soulignez tantôt aujourd'hui l'interconnexion et surtout l'arrivée des nouveaux médias dans le paysage médiatique aujourd'hui. Alors, comment adapter les contenus proposés par les médias traditionnels sur les questions de démocratie?
Fatima Parisio, votre micro est coupé, on a du mal à vous recevoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vais reposer la question. Je disais que vous parlez tantôt des nouveaux médias qui sont arrivés aujourd'hui, qui ont bouleversé un peu, sinon qui ont bousculé un peu le paysage médiatique. Et justement, comment adapter les contenus proposés par les médias traditionnels sur les questions de démocratie, où tout le monde aujourd'hui est interconnecté, où les nouveaux médias ont pris le dessus, sinon ont pris une longueur d'avance. Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, les médias traditionnels, c'est-à-dire les journaux, doivent avoir une présence sur le numérique, une présence sur les réseaux sociaux et essayer de sensibiliser surtout les citoyens à, à ne pas croire à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Parce que nous savons tous il y a trop de fake news sur les réseaux sociaux pour s'aimer des zizanies entre la population. Maintenant, eux, le rôle des médias traditionnels, c'est de sensibiliser les gens, les citoyens à la désinformation, à comment c'est-à-dire connaître les vraies informations. Donc, c'est surtout à ça que je vois plus mon regard. Donc, voilà. Et bien sûr. Et on va parler cette fois de la participation des femmes dans les médias pour renforcer la démocratie, avant-dernière partie hein, de cette discussion. Je reste avec vous, Fatima Elise Parisso. Quel est le constat que vous faites? Bon, je vois, il y a moins de femmes dans le métier du journalisme. Effectivement, parce que moi-même, je ne suis pas journaliste, je suis une simple blogueuse. Mais si on peut sensibiliser les femmes à aller plus dans le média, à les former, je crois qu'avec une plus grande présence des femmes dans les médias, il y aura quand même, ça va favoriser une couverture équilibrée des enjeux sociaux, politiques et économiques. Et aussi, amplifier les voix des femmes défenseurs des droits des femmes, les féministes. Je pense qu'il nous faut la présence des femmes journalistes dans les médias traditionnels. Surtout si vous prenez l'exemple des sujets qui sont négligés comme la violence, les violences basées sur les genres, l'éducation de la jeune fille. C'est des sujets où s'il y a plus de femmes journalistes dans des médias, ces sujets, elles vont obliger les gouvernements à rendre compte sur ces questions. La participation des femmes journalistes dans l'utilisation des médias traditionnels, ça joue un rôle vraiment important, crucial dans le renforcement de la démocratie. Et bien sûr, comment est-ce que vous pensez que les femmes peuvent-elles le plus occuper l'espace médiatique? Bon, si elles sont formées, elles sont encouragées, je crois que la femme, quand elle est engagée, quand elle a des informations, rien ne peut l'empêcher, hein. Rien ne peut la retenir. Donc, je crois que c'est d'abord la formation et l'encouragement. Il faut qu'on booste les femmes. On doit se sentir encouragé à aller dans le domaine. Parce que ici, au Niger, on trouve que en tout cas, le rôle de la femme dans les médias, c'est quand même négligé. Mm. Et Jean-Claude Comé, Fatima Paresso soulignait un point important, hein, notamment justement les violences que subissent les femmes, et on en parle moins dans les médias. J'en parle parce qu'en cette période électorale en Côte d'Ivoire, hein, les femmes sont souvent les premières victimes hein, quand il y a crise électorale. Alors, quelle peut être la contribution des femmes sur les questions démocratiques à travers les médias aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, je peux dire, c'est essentiel, hein, la participation des femmes hein, dans le débat politique déjà. Euh, euh, Actuellement, en Côte d'Ivoire, on note une certaine volonté des femmes elles-mêmes, et ça, les médias essaient de mettre le projecteur sur ces femmes-là pour la question de leur participation à la chose politique. Il y a par exemple une loi électorale ivoirienne qui demande une certaine participation à hauteur de 30% des femmes. Et le constat a été fait aux dernières élections que ce quota de 30% n'a pas été totalement respecté par beaucoup de partis politiques, hein, par plusieurs partis politiques, je veux dire. Alors, ces partis politiques ont trouvé des prétextes que les femmes elles-mêmes ne s'y intéressaient pas à la chose politique. De plus en plus, il y a des visages de femmes qui essayent de faire changer la chose
d'expliquer aux femmes qu'il est nécessaire, parce qu'elles sont, comme vous l'avez relevé, les premières victimes de, de ces actions politiques. Quand les choses tournent au vinaigre, c'est elles qui fuient difficilement avec leurs enfants, on le voit. Et donc, elles ont décidé de jouer leur partition. Et il y a des ONG, il y a des formations d'organisations de femmes politiques qui essayent de sensibiliser leurs sœurs à s'impliquer un peu plus à la question électorale, à la question politique, en disant par exemple que le rôle des femmes, c'est pas seulement dans les cuisines, ce n'est pas lors des meetings politiques de préparer pour les acteurs politiques, mais on doit avoir des femmes qui décident, qui choisissent en bonne connaissance de ce que on leur propose, et de plus en plus, on note certaines femmes qui ont cette velléité d'être candidates elles-mêmes. Et puis, les médias essayent, par exemple, de mettre le projecteur sur ces femmes-là. Mais il faut dire ici en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que ma consoeur du Niger dit, il y a de plus en plus de femmes qui sont dans les médias, et il y a même des associations de femmes de médias ici et qui essayent de faire passer leur message. Déjà, elles sont nombreuses, et donc elles essayent d'impulser dans ce domaine-là. Donc, elles essayent d'impulser cette dynamique-là à travers elles-mêmes leurs actions dans les médias, et en mettant l'accent sur les questions qui intéressent les femmes, les questions de prise en charge des femmes, de leur autonomisation, la prise en charge aussi des jeunes filles, la scolarisation. C'est des sujets de plus en plus dont on parle. Et donc, les différents candidats sont obligés aujourd'hui, dans leur discours, de tenir compte de ces programmes-là pour intéresser plus les femmes. Les femmes au cœur des mobilisations politiques, très souvent des femmes au devant qui sont bien sûr souvent dans les foules quand on mobilise lors d'activités politiques, les femmes qui sont pratiquement de tous les combats politiques. Sadibou Marron, finalement, quelle peut être la contribution des femmes au renforcement de la démocratie à travers les médias? Il y a justement Jean-Claude Okobé qui parlait tantôt du pourcentage. Les lois souvent sur la parité qui sont souvent pas respectées. Ces femmes qui sont dans les mobilisations, ces femmes qui sont au cœur aujourd'hui des appareils politiques, mais qui finalement sont pas au devant de la scène. Quelle peut être la contribution de ces femmes sur les questions de démocratie dans les médias? Et d'une manière générale, de ce qu'on a vu ces dernières années dans nos pays, la contribution, c'était à la limite même une contribution, disons, assez difficile à mesurer, avec très peu impactante, parce qu'elles étaient utilisées à la limite comme des faire-valoir. Mais de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu comment un peu elles sont parvenues, les femmes journalistes, à être au devant de la scène, en travaillant, par exemple, sur des plateformes assez spécialisées, en prenant en compte des problématiques d'éducation, d'information et de sensibilisation extrêmement importantes. De plus en plus, on voit, par exemple, dans certains pays, par exemple, au Sénégal, ils ont un site, une plateforme d'information comme InfoL, qui est très, très bien. Je pense qu'en Côte d'Ivoire également, ça existe. Ouais, c'est une plateforme plus ou moins similaire avec la journaliste Marina Kouakou. Donc, de plus en plus, on voit un peu comment, on voit comment c'est pris en charge, et puis souvent avec très peu de moyens. Maintenant, ça devrait être renforcé, ça devrait être soutenu aussi bien au niveau des rédactions, mais aussi au niveau même des partenaires. Et se dire qu'effectivement, la touche féminine est extrêmement importante. On a vu aussi souvent, même dans les fact-checks, comment un peu des femmes journalistes prennent ça en charge. Moi, j'ai vu récemment dans un pays comme le Sénégal aussi, comment le journal gouvernemental a une rubrique fact-check qui est très intéressante et qui est animée par une femme. Et ça, tout cela, c'est des choses à saluer, et plus on voit, et puis ça participe à débunker un peu tout ce qui est désinformation, un peu dans les contextes électoraux, et c'est extrêmement important à saluer, à sauvegarder, à entretenir de notre point de vue. On en vient à la dernière partie de cette discussion pour parler cette fois des défis auxquels sont confrontés les médias traditionnels dans le renforcement de la démocratie. D'abord, Sadibou Marron, sur la question, qu'en pensez-vous?
qu'il faut savoir aussi peut-être qu'on est un peu sur le point de vue démocratique et puis en tout cas de la nature de notre pays, il y a beaucoup d'évolution. Là, actuellement, on vous parle d'intelligence artificielle, on vous parle un peu de désinformation, on vous parle disons, de réseaux sociaux, on vous parle aussi de la possibilité même pour les médias, que les médias ne seront plus les seuls un peu à occuper le terrain. Et on vous parle aussi de crise de confiance envers les médias qu'on a vus un peu partout. Et tout cela, ce sont des challenges, c'est des défis extrêmement importants auxquels les médias sont confrontés actuellement un peu dans ce contexte-là. Et il va falloir essayer de voir comment remettre en question tout ce qui est négatif et puis se dire que ce qui est le plus important à la fin de la journée, c'est que les médias n'ont pas ce rôle un peu disons, un peu de jeter de l'huile sur le feu. Ils ont une contribution extrêmement importante, aussi bien à la marche de la démocratie en Afrique, mais aussi à d'autres types de choses, que ce soit le développement d'une manière générale, et que ces médias sont animés par des personnes qui ont appris ce métier-là, qui sont soit des journalistes ou des animateurs, mais ces personnes doivent rester professionnelles et doivent rester sur les faits et doivent également être respectées aussi bien par les autorités que par les acteurs politiques et les acteurs politiques de tous bords. Jean-Claude Comé, vous parlez tantôt de la question de l'indépendance des médias en Côte d'Ivoire. Sadibou Marron l'a souligné en Guinée-Bissau. Alors, on en vient justement à cette question. Comment aujourd'hui aller vers cette véritable indépendance des médias en Côte d'Ivoire? La question, elle est essentielle. Comment rendre les médias indépendants? Déjà, hein, pour la petite historique ici en Côte d'Ivoire, quand je reviens à la presse écrite papier, la presse, elle est née dans ce qu'on a appelé le foisonnement donc des médias avec donc le multipartisme. Et donc, chaque politique voulait avoir son média. Et déjà, de manière congénitale, ces journaux ont continué dans leur combat. Aujourd'hui, comment ces journaux essayent d'être indépendants? La question est difficile. Parce que ce qui est une triste réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il y a des méventes, il y a un désintérêt par rapport pour les médias traditionnels, notamment la presse écrite. La radio essaie encore de tenir la route parce que, bon, c'est vrai, au-delà des grandes villes, il y a aussi les villes secondaires, il y a le monde rural. Mais de plus en plus aussi, hein, le smartphone et donc les téléphones commencent à être utilisés par donc, nos populations dans les petits hameaux. Donc, ce qui fait que tout ce qui est sensationnel qui apparaît sur les réseaux sociaux commence à intéresser. Mais dans cette grisaille-là, on essaye de tenir la route. Hein, pour être honnête, nous, médias traditionnels, on essaie de donner la vraie et juste information. Quand nous voyons donc une information reprise par les médias sociaux, nous allons un peu au-delà en apportant donc la vraie information, en ayant des sources crédibles, en recoupant ces sources surtout. Et c'est un peu ça qui fait qu'on continue à tenir la dragée haute donc, aux médias, donc, aux réseaux sociaux et tout ça. Et comme notre consoeur Fatima l'a dit, de plus en plus, on pense à être aussi présent sur les réseaux sociaux au travers donc, de nos pages numériques et tout ça pour pouvoir relayer ces vraies informations sur ce que nous faisons au quotidien. Mais le défi, c'est aussi financier. Comment pouvoir faire fonctionner ces médias sans être attachés à des donneurs d'ordre financiers? C'est vraiment le grand défi de la presse ivoirienne aujourd'hui, quand on sait qu'il y a très peu de professionnels de médias qui ont cette capacité financière de créer donc des structures pour donner la vraie information. Mais certains journalistes, dans toute cette grisaille, essaient de tenir donc leur droit chemin en fonction de ce qu'ils ont eu comme formation. Ils essaient de donner l'information juste avec le professionnalisme qu'on leur reconnaît, et puis la population nous le rend bien. Sadibou Marron, vous parlez tantôt du cas de la Guinée-Bissau, hein, aujourd'hui où des médias appartiennent à des hommes politiques.
C'est pas seulement le cas de la Guinée-Bissau, mais on voit également cela hein, dans beaucoup d'autres de pays. Alors finalement, comment dissocier les médias traditionnels, la presse, des politiques pour une véritable indépendance? En fait, ce que l'on a vu un peu pendant les périodes électorales ces dernières années dans beaucoup de pays, c'est que c'est l'émergence un peu de nouveaux médias, en tout cas l'évolution du point de vue de la propriété des médias. On a vu par exemple, des candidats potentiels ou bien des alliés de certains candidats créer aussi des journaux. Ça, on l'a vu dans beaucoup de pays. On a vu aussi des acteurs politiques et commencer à investir un peu dans les médias, que ce soit en entrant un peu dans le capital de certains médias, tout cela. Et on l'a vu au Nigeria, on l'a vu ailleurs. Bon, mais ce qu'il y a un peu à la fin de la journée, c'est que, en termes d'analyse, c'est qu'il y avait un peu une volonté aussi de contrôler l'information, parce que si on est acteur politique et qu'on a un média, on a cette double chance de pour pouvoir être couvert par votre propre média, mais aussi par d'autres médias aussi qui sont des médias qui existants. Donc, et en étant couvert cela, votre influence et votre rayonnement s'agrandit et vous avez la possibilité un peu de faire de tout ça. Ça, on a vu dans beaucoup de pays. Malheureusement, ce sont des systèmes qui ne marchent pas très bien. On le voit pendant 3 4 mois avant l'élection. Et après l'élection, ça a dépéri parce que les gens qui avaient investi dans les médias, parce que soit ils ont été élus, leur objectif était atteint, soit ils ne sont pas élus, leur objectif n'a pas été atteint, ils abandonnent un peu dans le cadre du financement. Cela crée beaucoup de manque à gagner à des médias. Et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut beaucoup de transparence dans la propriété des médias. Ceux qui doivent animer les médias, disons, on ne peut pas, par exemple, acheter de l'influence avec son argent en investissant dans les médias. La transparence dans la propriété des médias doit être un critère extrêmement important, aussi bien même pour le financement public des médias, comme on peut le voir dans des pays qui ont un peu des fonds publics de financement des médias. On doit savoir qui est qui, parce que les médias, ils manipulent une denrée sensible. Cette denrée sensible, c'est l'information. Et cette information-là, on a besoin de savoir c'est qui nous informe, qui est derrière le support ou l'appareil qui nous informe. Est-ce que c'est un homme politique? Quelle est la nature? Ou est-ce que c'est un influenceur? Est-ce que c'est un journaliste? Tout cela, ce sont des aspects extrêmement importants à prendre en compte au fur et à mesure que nos pays évoluent un peu vers le développement. Jean-Claude Comé, pour le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne faut pas aller aujourd'hui vers une réforme aujourd'hui des médias en Côte d'Ivoire où on saura clairement qui est derrière un média? On sait généralement qui est derrière les médias. Généralement, c'est des politiques qui prennent officiellement, ce sont des journalistes comme nous. Voilà, parce que ici, pour ouvrir donc une radio, il faut être journaliste. Pour avoir un journal, il faut être journaliste. Donc, il y a bien des journalistes qui s'y prêtent au jeu, qui sont des directeurs de publication. Mais généralement, le financier, c'est rarement un journaliste. Et ça, c'est une réalité. Mais vous parlez de réforme, effectivement, il y a eu des études pour essayer de mettre les journaux, parce que on a noté, par exemple, pour les journaux, hein, la presse papier, qu'il y a un foisonnement de journaux. Et donc, lors d'un atelier, il a été proposé que ces médias se mettent en groupe par ligne éditoriale pour essayer, par exemple, de constituer des grands groupes. Mais ça n'a pas prospéré parce que les intérêts politiques, les intérêts financiers font qu'à un certain moment, bon, chacun essaie de dire si j'ai ma parcelle de pouvoir, je peux porter ma voix. Mais il faut dire aussi, hein, comme Marong le disait, ici en Côte d'Ivoire, il y a par exemple un fonds national de soutien à la presse. Et aujourd'hui, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire essaie de lutter et de plaider pour que l'État puisse augmenter ce soutien-là en se basant à 0,01% donc, du PIB ivoirien pour essayer de voir comment on peut rendre fort donc, par les financements publics, les médias, pour que petit à petit, ces médias essayent d'être indépendants sans attendre, par exemple, un financement d'un acteur politique. Parce que l'argent de l'État, c'est pour tout le monde en principe.
Donc, s'il y a ces financements-là, on peut. Sinon, je suis d'accord avec vous qu'il faut penser à une réforme des médias. Alors, Jean-Claude Koumé, je vais revenir vers vous. Alors, la dernière question, peut-être avant que Sadibou Marron ne revienne. On vous parlait tantôt des radios communautaires, des radios de proximité. Comment mieux mettre en valeur ces radios? Comment plus, justement, s'appuyer sur ces radios qui sont très proches aujourd'hui des populations? Quand il faut parler aujourd'hui des questions de démocratie, comment aujourd'hui valoriser, sinon mieux, justement, s'appuyer sur ces radios-là qui touchent quand même un certain nombre de publics. Mhm. Ah oui, ces lieux communautaires, hein, il faut le dire, existent depuis les années 2000. Donc, elles ont la majorité d'entre elles, au moins plus d'une dizaine et pratiquement une vingtaine d'années d'expérience. Mais la difficulté, il y a deux types de radios que nous avons. Il y a celles communautaires qui sont rattachées aux communes, oui, et puis il y a des radios communautaires privées. Bon, pour les radios communautaires privées, il y a de moins en moins de radios qui existent parce que créer une radio, essayer de l'entretenir pour qu'elle puisse vivre, ce n'est pas tout opérateur qui a les ressources. Les radios aussi de communes, il faut dire que, bon, des fois, il y a quelques difficultés quand, par exemple, le maire n'est plus à la tête de la commune. Celui qui vient veut placer son homme et lorsqu'il place cette personne-là, des fois, c'est donc la politique locale du maire que ces personnes vendent. Mais il faut dire qu'il y a une association, une fêtière qu'on appelle l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire qui essaye avec des partenaires. Il y a eu par exemple Panos et bien d'autres structures internationales qui, dans le cadre d'une certaine collaboration, a essayé de mettre en avant comment ces radios peuvent aider les populations vraiment de la zone de couverture. Et de plus en plus, les questions qui touchent le quotidien des populations sont développées dans ces médias-là. Donc, la chose de la démocratie, c'est de renforcer d'abord leur indépendance hein, au niveau donc, de la prise en charge financière, parce que, bon, des fois, les acteurs de ces radios-là sont payés à des sommes, on peut dire, qui ne permettent pas de vivre. Donc, quand vous tenez, par exemple, 50 000 francs le mois pour pouvoir vivre, bon, là, on ne peut pas vraiment parler d'indépendance, mais il faut les saluer. Tous les acteurs donc, de ces radios essaient de maintenir la cadence en expliquant au quotidien, soit dit en passant, votre serviteur a été aussi gestionnaire d'une radio locale avant d'arriver à Radio de la Paix, qui est une radio nationale aujourd'hui. Et donc, c'est une expérience assez enrichissante quand la radio sait pourquoi elle est créée et le quotidien, c'est de parler de toutes choses. Parler de la démocratie, c'est pas faire de la politique, c'est d'expliquer, par exemple, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la période électorale, pourquoi il faut voter, pourquoi il est nécessaire de s'inscrire sur la liste électorale, pourquoi il faut avoir sa carte d'électeur et dans tout le processus électoral, c'est ce qu'on appelle la politique citoyenne et je pense que les radios de proximité, à travers leur union, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, essaient d'insuffler cette dynamique-là. Et bien sûr, on va terminer par vous, Fatima Elise Paresso. Dernière question avant de refermer donc cette discussion. Comment aujourd'hui vous pensez que les radios de proximité, les radios communautaires peuvent avoir une meilleure visibilité avec l'avènement des médias sociaux, bien sûr? Alors, Fatima Paresso, on vous reçoit du tout pas. Apparemment, c'est coupé à votre niveau. On va essayer peut-être de vous entendre avant de se quitter. C'est bon, vous nous recevez? Alors apparemment, la connexion ne nous a pas permis d'entendre Fatima Paresso sur cette dernière question. On arrive donc au terme de cette discussion. En tout cas, merci beaucoup à vous, Jean-Claude Comé. Merci pour vos analyses. Merci justement pour vos commentaires. Ça fait plaisir hein, de vous avoir reçu pour participer à cette discussion sur le rôle des médias traditionnels dans le renforcement de la démocratie. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio de la Paix à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à vous. Merci infiniment Oui, pour l'invitation. D'accord. Alors, il y a Fatima Paresso qui est revenue. Alors, rapidement, Fatima Paresso, on parlait tantôt des médias
de proximité, les radios communautaires, on disait que ce sont des radios qui sont vraiment au plus près des populations. Comment mieux les impliquer et comment est-ce qu'on peut donner, ces radios peuvent avoir une meilleure visibilité? Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit maintenant. On parlait de comment donner une meilleure visibilité aux radios de proximité qui sont proches des populations. Bon, surtout les radios communautaires. Donc, je pense que les médias comme les radios communautaires, ils doivent rester indispensables pour toucher les populations rurales et surtout modérer l'excès du numérique. Donc, je crois déjà ils sont indispensables. D'accord. Et justement, comment mieux les... Alors, vous m'entendez? Oui, et comment leur donner une meilleure visibilité? Alors, la connexion ne nous permet pas de recevoir Fatima Elise Paresso. Merci beaucoup, Jean-Claude Comé. Et merci également à vous, Sadibou Marron, directeur du Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de Reporters sans frontières. Merci pour vos analyses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fatima Elise Paresso, malheureusement, la ligne n'a pas été bonne. Elle n'a pas pu vous avoir sur la fin. En tout cas, merci également à vous d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueuse. Vous êtes de l'association des blogueurs du Niger. Merci à vous et vivement à la prochaine pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle discussion sur les questions de démocratie et toutes les questions en lien avec le renforcement de la démocratie. Merci et au revoir.